C'était une de ces nuits paisibles, presque sacrées, qu'on ne trouve que dans les ruelles tranquilles des banlieues parisiennes, où le vent murmure doucement à travers les feuillages des platanes et où les réverbères jettent dans des ombres dorées sur l'asphalte lisse, fraîchement posé. Pas un bruit de moteur, pas un cliquetis de poubelle, seulement le frôlement des feuilles et le bourdonnement lointain des insectes dans l'air tiède. Une quiétude enveloppante, digne d'un tableau impressionniste, semblait bercer ce coin de la banlieue ouest de Paris, où les maisons bourgeoises, avec leurs façades en pierre de taille et leurs jardins impeccables, respiraient une élégance discrète, si typique de la France. Pourtant, dans cette sérénité, une silhouette noire et luisante glissa soudain dans l'ombre d'un réverbère, une berline élégante, aux lignes sobres mais imposantes, dont la carrosserie réfléchissait la lumière diffuse comme un miroir d'obsidienne. À l'intérieur, derrière le volant, se tenait un homme dont la simple posture trahissait une autorité forgée par des décennies de discipline. Pas d'uniforme, pas de médailles ostensibles, juste une chemise anthracite et un pantalon sombre, mais quiconque aurait croisé son regard à travers la vitre teintée, aurait senti une présence qui imposait le respect, un charisme taillé dans les salles de commandement et les nuits blanches des bureaux stratégiques du ministère de la Défense. Pour un instant, le monde sembla retenir son souffle. La berline avançait lentement, passant sous les branches des chênes qui bordaient le trottoir, leurs feuilles dansant comme des spectateurs muets d'une scène encore à venir. Puis, sans crier gare, une voiture de patrouille émergea de l'obscurité, son moteur grondant doucement, brisant le silence sacré de la nuit. Sans sirène, sans avertissement, elle se glissa derrière la berline, ses gyrophares rouges et bleus commençant à clignoter en éclats discrets, presque hésitants, comme un signal timide annonçant une intervention imminente. Sur cette avenue paisible, où rien ne semblait troubler l'ordre bourgeois, l'apparition soudaine de ces lumières semblait fissurer la réalité, transformant une simple promenade nocturne en l'amorce d'une histoire bien plus complexe, où le pouvoir, les préjugés et le courage allaient s'entrechoquer sous le regard impassible des réverbères. L'homme au volant, le colonel André Dubois, n'était pas un inconnu dans les cercles de pouvoir parisiens. Âgé de 52 ans, il avait gravi les échelons de l'armée française avec une détermination que peu pouvait être égalée. De ses débuts dans les champs boueux de l'école militaire de Saint-Cyr aux salles feutrées du ministère de la Défense, où il avait passé l'après-midi à discuter de stratégies sensibles avec des généraux et des conseillers, André incarnait une autorité forgée dans le feu des décisions critiques. Ce soir-là, il ne portait ni galon ni décoration, seulement une chemise soigneusement repassée et un pantalon taillé sur mesure, mais sa posture, épaule droite, dos rigide, trahissait les 30 années de service qui avaient façonné chaque fibre de son être. Il voulait simplement rentrer chez lui, dans son appartement modeste mais élégant du 16e arrondissement, où une bouteille de Bordeaux et un roman de Modiano l'attendaient, sur sa table de chevet. Ses pensées vagabondaient entre le dîner qu'il réchaufferait, peut-être une ratatouille préparée par sa sœur lors de sa dernière visite, et les souvenirs d'une journée épuisante, où chaque mot prononcé dans les réunions confidentielles pesait le poids de milliers de vies. André était à la fois ordinaire et extraordinaire, ordinaire car il n'était ce soir-là qu'un homme rentrant chez lui. Extraordinaire car il portait en lui l'expérience d'un leader habitué à affronter le chaos avec sang-froid. En jetant un coup d'œil dans son rétroviseur, il remarqua la voiture de patrouille qui s'était glissée derrière lui. Pas de sirène, juste ce clignotement discret des gyrophares, un signal qui parlait plus fort que n'importe quel hurlement. Une légère irritation traversa son esprit, il n'avait enfreint aucune règle, sa vitesse lui était irréprochable, ses feux en règle. Qu'est-ce qui pouvait bien motiver cet arrêt? Il prit une inspiration profonde, une habitude ancrée depuis ces années à former des recrues à garder leur calme face à l'adversité. Lorsque la vitre s'abaissa, il adressa un sourire courtois à l'ombre qui s'approchait. « Bonsoir, monsieur l'agent. » dit-il d'une voix posée, presque chaleureuse, comme on s'adresserait à un collègue lors d'un dîner mondain. « Puis-je savoir la raison de cet arrêt ?» Dans cette simple question, on pouvait entendre l'écho de décennies de leadership, une attente de respect mutuel, une invitation à un échange civilisé. Mais André ne pouvait deviner que cette rencontre, si banale en apparence, allait devenir le creuset où sa dignité, son autorité et les limites de la justice seraient mises à l'épreuve. Le jeune policier, Julien Leclerc, n'avait que quelques mois d'expérience dans la brigade. À 24 ans, il était encore dans cette phase où chaque intervention était une occasion de prouver sa valeur. Son visage juvénile, encadré par une coupe réglementaire, trahissait une détermination farouche, mais aussi une certaine fragilité, celle d'un homme qui n'avait pas encore appris à nuancer son jugement. En s'approchant de la berline, il posa une main sur la crosse de son arme, un geste plus instinctif que nécessaire,
comme pour s'assurer qu'il maîtrisait la situation. Sous les branches des chênes, qui semblaient observer la scène avec une gravité silencieuse, le clignotant de la berline continuait de battre, comme une protestation muette. Julien tapa sur la vitre teintée, un peu plus fort qu'il n'aurait dû, un geste qui semblait crier son autorité plus qu'il ne l'exerçait. « Permis et carte grise », lança-t-il d'un ton sec, cherchant à masquer une nervosité qu'il ne voulait pas admettre. André, immobile, observa chaque mouvement avec une précision militaire. Il tendit ses documents, son permis orné de son grade militaire et de son nom, André Dubois, colonel de l'armée française. Les médailles symboliques gravées sur sa carte d'identité scintillaient, sous la lumière des réverbères, mais Julien n'y prêta qu'un regard furtif. Ses yeux s'arrêtèrent plutôt sur la berline, une voiture de luxe qui, dans son esprit, ne correspondait pas à l'homme assis au volant. « Où avez-vous volé cette voiture » lança-t-il avec un rictus moqueur, les mots jaillissant comme une flèche empoisonnée. La question, brutale, visait à déstabiliser, à imposer une domination immédiate. André sentit une chaleur monter en lui, mais il la réprima, comme il l'avait fait face à des crises bien plus graves. « Monsieur l'agent, répondit-il calmement, cette voiture m'appartient. Vous pouvez vérifier auprès de votre centrale. » Sa voix, douce mais ferme, portait le poids d'une autorité qui n'avait pas besoin de hausser le ton. Pourtant, Julien, poussé par un mélange d'inexpérience et de préjugés, ignora la réponse. « Une voiture comme ça, dit-il en tapotant la carte grise comme un juge brandissant son marteau, ça n'appartient pas à quelqu'un comme vous. » Les mots, lourds de sous-entendus, trahissaient une méfiance que ni les galons ni la courtoisie d'André ne pouvaient effacer. À quelques mètres de là, dans l'ombre d'une boutique de vin fin, Claire Martin, une jeune employée de 28 ans, observait la scène. Elle venait de fermer le magasin, son tablier encore noué autour de la taille, et s'apprêtait à rentrer chez elle lorsqu'elle avait remarqué les gyrophares. Intriguée, elle s'était arrêtée, son téléphone à la main, et avait commencé à filmer discrètement. Claire, issue d'une famille d'immigrés sénégalais, connaissait trop bien le regard suspicieux que certains portaient sur ceux qui ne correspondaient pas au décor bourgeois de ce quartier. Elle vit l'échange tendu, entendit les mots acerbes de Julien, et sentit son cœur se serrer. André, toujours maître de lui, répéta avec une patience infinie, « Monsieur, je suis colonel dans l'armée française. Je vous invite à vérifier mes documents. » Mais Julien, emporté par un zèle mal placé, passa outre. Sans un mot d'explication, il ordonna à André de sortir de la voiture. « Main sur le capot » aboya-t-il, et avant qu'André ne puisse répondre, il sentit les menottes se refermer sur ses poignets, le métal froid mordant sa peau. Même pour un homme habitué au champ de bataille, ce geste était une blessure, non pas physique, mais morale. Pourtant, André resta droit, ses yeux fixant un point invisible et à l'horizon. « Vous venez de commettre une grave erreur, » dit-il, sa voix aussi calme qu'un lac gelé. Julien, un sourire satisfait aux lèvres, répondit avec arrogance, « Et qui va m'arrêter ?» À cet instant, Claire, toujours dans l'ombre, zooma sur le visage d'André, capturant l'injustice brute qui se déroulait sous ses yeux. Elle savait qu'elle ne pouvait rester spectatrice. D'un geste rapide, elle envoya la vidéo sur Twitter, accompagnée d'un message. Injustice à Paris. Un homme innocent menotté. Pourquoi ? Alors qu'André était poussé à l'arrière de la voiture de patrouille, les premières notifications commençaient à illuminer son écran, annonçant une tempête numérique qui allait bientôt secouer la nuit parisienne. Les réverbères, témoins silencieux, continuaient de projeter leurs ombres dorées, tandis que la berline d'André, immobile, semblait attendre justice. La nuit parisienne, encore enveloppée dans son manteau de silence, semblait s'être figée dans l'attente d'un dénouement. À l'intérieur du commissariat du 16e arrondissement, une agitation fébrile contrastait avec la quiétude des rues avoisinantes. Les néons fluorescents projetaient une lumière crue sur les murs défraîchis, où des affiches de sensibilisation à la sécurité publique côtoyaient des avis de recherche jaunis par le temps. L'odeur du café froid, mêlée à celle de l'encre des imprimantes, flottait dans l'air, tandis que le bourdonnement des conversations entre agents emplissait le hall. Le colonel André Dubois, menottes aux poignets, fut conduit à travers ce chaos ordonné avec une dignité qui semblait défier l'humiliation. Ses pas résonnèrent sur le carrelage, calmes et mesurés, comme s'il marchait non pas vers une cellule,
mais vers une salle de briefing au ministère de la Défense. Les regards des autres officiers, certains curieux, d'autres indifférents, glissaient sur lui sans comprendre l'ampleur de l'erreur qui venait d'être commise. Pendant ce temps, à l'extérieur, la vidéo de Claire Martin, postée sur Twitter avec le hashtag #Justice pour Dubois, commençait à enflammer les réseaux sociaux. Chaque partage, chaque retweet était comme une étincelle dans une poudrière, attirant l'attention de citoyens, de journalistes et même de figures politiques. Dans ce commissariat, où la routine semblait immuable, personne ne se doutait encore que cette nuit allait devenir un tournant, un moment où l'autorité, mal exercée, serait confrontée à la vérité implacable d'un simple appel téléphonique. André, assis dans une petite salle d'interrogatoire, gardait son calme, ses yeux fixant un point invisible sur le mur, comme s'il analysait une carte stratégique. Il savait que la justice, comme la guerre, exigeait patience et précision. Et il savait aussi qu'un seul coup de fil suffirait à rétablir l'ordre. Dans le hall, l'ambiance changea soudain lorsque la sergente Marie Lefebvre, une femme d'une quarantaine d'années au regard perçant et à l'allure irréprochable, entra dans la pièce. Marie était une figure respectée dans le commissariat, non pas pour son grade, mais pour son expérience et son sens aigu de la justice. Elle avait passé 2 décennies dans la police, des patrouilles dans les quartiers populaires de Belleville aux enquêtes complexes dans les beaux quartiers. Formée à l'ancienne, elle croyait en l'idée que l'uniforme était un symbole de service, pas de pouvoir. En apercevant André, menotté et assis avec une posture qui trahissait une autorité naturelle, elle s'arrêta net. Quelque chose dans son visage lui semblait familier. Elle plissa les yeux, fouillant sa mémoire, et soudain, un souvenir lui revint, une conférence à l'école militaire, où un colonel charismatique, André Dubois, avait donné une leçon magistrale sur le leadership et l'éthique. « Mon Dieu !» murmura-t-elle, son souffle coupé. Elle se tourna vers Julien Leclerc, le jeune policier responsable de l'arrestation, qui se tenait près du comptoir, un sourire satisfait encore accroché aux lèvres. « Julien !» lança-t-elle d'un ton sec, « c'est le colonel Dubois. Tu sais qui c'est ?» Julien, pris de court, haussa les épaules, son assurance vacillant légèrement. « Un type dans une voiture de luxe, » répondit-il avec une pointe d'arrogance. « J'ai fait mon boulot, Marie. » Mais la sergente, dont le visage s'était durci, ne partageait pas son insouciance. « Ton boulot ?» répéta-t-elle, sa voix basse mais tranchante comme une lame. « Tu viens de menotter un officier supérieur de l'armée française. » Les mots tombèrent non comme une sentence, et pour la première fois, Julien sentit un frisson d'incertitude lui parcourir l'échine. Pendant ce temps, la vidéo de Claire continuait de faire des vagues. Dans un café du quartier, un groupe de jeunes, attablés autour d'un apéritif, partageaient l'enregistrement sur leur téléphone, commentant avec indignation. « C'est inacceptable », s'exclama l'un d'eux, un étudiant en droit nommé Lucas, qui envoya le lien à un ami journaliste au Monde. À quelques kilomètres de là, dans les bureaux du journal, Sophie Berger, une reporter chevronnée spécialisée dans les questions de société, reçut la notification. Intriguée, elle visionna la vidéo, notant chaque détail, l'attitude arrogante de Julien, la dignité d'André, et le contraste saisissant entre l'injustice criante et l'élégance de la scène sous les réverbères parisiens. « Ça ? Ah, c'est une histoire », murmura-t-elle en saisissant son téléphone pour appeler son rédacteur en chef. En moins d'une heure, une camionnette de reportage du Monde stationnait devant le commissariat, ses phares éclairant la façade austère de l'édifice. Les journalistes, armés de micros et de caméras, commencèrent à poser des questions aux officiers qui sortaient, demandant des explications sur l'arrestation d'un haut gradé militaire. La pression montait, et à l'intérieur, les murmures entre collègues se transformaient en débats animés. Certains défendaient Julien, arguant qu'il n'avait fait que suivre son instinct. D'autres, comme Marie, secouaient la tête, conscients que cette affaire risquait de ternir l'image déjà fragile de la police. André, toujours dans la salle d'interrogatoire, demanda calmement à passer un coup de fil. L'officier de garde, un jeune homme nerveux nommé Étienne, hésita, mais Marie, qui venait d'entrer, lui fit un signe de tête. « Laissez-le appeler », y ordonna-t-elle. André composa un numéro qu'il connaissait par cœur, celui de son ami et mentor, le général Philippe Moreau,
un homme respecté au sein du ministère de la Défense. À l'autre bout du fil, Philippe, qui sirotait un cognac dans son bureau en feuilletant un rapport, décrocha à la première sonnerie. « André ?» dit-il, surpris par l'heure tardive. En quelques phrases précises, André expliqua la situation, sa voix aussi calme que s'il donnait un ordre sur un champ de bataille. Philippe, d'ordinaire posé, laissa échapper un juron rare. « Reste où tu es, dit-il. Je m'en occupe. » Quelques minutes plus tard, le téléphone du commissariat sonna. Étienne décrocha, et sa mâchoire se crispa lorsqu'une voix autoritaire, venant directement du ministère de la Défense, ordonna. « Libérez le colonel André Dubois immédiatement. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Marie, qui avait entendu l'échange, se tourna vers Julien, dont le visage avait perdu toute couleur. « Tu comprends, maintenant ?» demanda-t-elle, son ton mêlant reproche et pitié. Julien, toujours figé, serrait les documents d'André dans ses mains, comme s'il pouvait encore justifier son erreur. Dehors, la foule grossissait. Des habitants du quartier, alertés par les réseaux sociaux, s'étaient rassemblés devant le commissariat, leurs téléphones brandis comme des flambeaux numériques. Parmi eux, Claire, qui n'avait pas prévu que sa vidéo déclencherait une telle tempête, se tenait en retrait, observant la scène avec un mélange d'angoisse et de fierté. Lucas, l'étudiant en droit, s'approcha d'elle, la reconnaissant grâce à son profil Twitter. « Vous avez fait ce qu'il fallait, lui dit-il, un sourire encourageant aux lèvres. Claire hocha la tête, mais ses mains tremblaient légèrement. Elle n'était qu'une employée de boutique, habituée à servir des clients fortunés, pas à déclencher des mouvements sociaux. Pourtant, en cet instant, elle sentait qu'elle avait allumé une mèche, et que cette mèche brûlait désormais hors de son contrôle. À l'intérieur, le chef du commissariat, un homme grisonnant nommé commissaire Laurent, fut informé de l'appel du ministère. Il entra en trombe dans la salle d'interrogatoire, où André attendait toujours, les menottes désormais desserrées grâce à l'intervention de Marie. « Colonel Dubois ?» dit Laurent, son ton oscillant entre respect et embarras, « je vous présente mes excuses. Vous êtes libre. » André se leva, frottant ses poignets marqués par le métal. « Merci, » répondit-il simplement, son regard perçant fixant le commissaire. Puis, avec une gravité qui fit frissonner l'assemblée, il ajouta. « Mais cette affaire ne s'arrête pas ici. Je veux une enquête complète sur les agissements de votre officier. » Le silence qui suivit fut plus éloquent que n'importe quel discours. Julien, qui observait depuis le couloir, sentit le sol se dérober sous ses pieds. Les gyrophares à l'extérieur continuaient de clignoter, mais leur lumière semblait désormais éclairer non pas une simple arrestation, mais une vérité bien plus profonde, celle d'une justice qui, lorsqu'elle est défiée, peut revenir avec la force d'un raz de marée. Dans le hall, les officiers échangèrent des regards nerveux. La nouvelle de l'appel du ministère s'était répandue comme une traînée de poudre, et avec elle, la réalisation que Julien avait non seulement commis une erreur, mais une faute qui risquait de marquer sa carrière à jamais. Marie, fidèle à son sens du devoir, prit Laurent à part. « Il faut agir, » et murmura-t-elle. « Ce n'est pas seulement une question de discipline. C'est une question de confiance. Les gens dehors, les journalistes, ils ne vont pas lâcher. » Laurent hocha la tête, conscient que l'incident prenait une ampleur qu'il n'avait pas anticipée. Pendant ce temps, sur Twitter, le hashtag #Justice pour Dubois grimpait dans les tendances, accompagné de messages de soutien, mais aussi de critiques acerbes contre la police. Des intellectuels parisiens, des activistes, et même des élus locaux partageaient leurs opinions, transformant l'incident en un débat national sur le racisme et l'abus de pouvoir. Sophie Berger, la journaliste du Monde, rédigeait déjà les grandes lignes d'un article qui promettait de faire la une le lendemain matin. À l'intérieur du commissariat, André, désormais libéré, ajusta sa chemise et s'apprêta à sortir. Mais avant de franchir la porte, il se tourna vers Julien, qui se tenait toujours immobile, le regard baissé. « L'autorité » dit André d'une voix basse mais ferme, « n'est pas dans le badge que vous portez. Elle est dans le respect que vous inspirez. » Ces mots, prononcés sans colère, résonnèrent dans le silence du commissariat comme une leçon gravée dans la pierre.
Alors qu'André passait la porte, les flashs des caméras l'accueillirent, mais il marcha droit, tête haute, comme un homme qui savait que la bataille pour la justice ne faisait que commencer. Le soleil matinal se levait sur Paris, baignant les façades haussmanniennes du 16e arrondissement d'une lumière douce et dorée, comme si la ville cherchait à effacer les ombres de la nuit précédente. Pourtant, dans les couloirs du commissariat, l'atmosphère restait lourde, saturée par les échos d'une affaire qui avait secoué non seulement les murs de l'édifice, mais aussi la conscience collective de la ville. La une du Monde, fraîchement imprimée, titrait en caractères gras « Un colonel arrêté à tort, l'ombre du préjugé sur la police parisienne ». L'article de Sophie Berger, incisif et documenté, détaillait l'arrestation injuste du colonel André Dubois, appuyé par la vidéo virale de Claire Martin et les témoignages de passants. Sur les réseaux sociaux, le hashtag #MashJustice pour Dubois dominait toujours les débats, alimentés par des messages d'indignation, des appels à la réforme et des hommages à la dignité d'André. À l'extérieur du commissariat, une petite foule s'était rassemblée, non pas dans la colère, mais dans une détermination calme, presque solennelle, typique de l'esprit français où la quête de justice s'accompagne d'une exigence de dialogue. Parmi eux se tenait Camille Dupont, une jeune activiste de 25 ans, connue dans les cercles parisiens pour son engagement dans les droits humains. Vêtue d'un trench beige et tenant d'une pancarte où l'on pouvait lire « Liberté, égalité, justice », elle organisait une manifestation pacifique, invitant les habitants à partager leurs expériences avec la police. Le colonel Dubois, désormais libéré, se tenait à l'écart, observant cette scène depuis la fenêtre de son bureau au ministère de la Défense. Il savait que ce moment, né d'une injustice personnelle, pouvait devenir un catalyseur pour un changement plus large, un changement fidèle aux idéaux de la République. Dans cette lumière matinale, où les platanes semblaient murmurer des promesses de renouveau, André se préparait à transformer une humiliation en une leçon durable, une leçon qui résonnerait bien au-delà des rues parisiennes. Au commissariat, le silence pesait comme une chape de plomb. Julien Leclerc, le jeune policier responsable de l'arrestation, avait été suspendu dès l'aube, son badge reposant désormais sur le bureau du commissaire Laurent, comme un symbole de son erreur. Assis seul dans une salle de réunion, Julien fixait le sol, les menottes qu'il avait utilisées sur André semblant encore peser dans ses mains. La veille, il était convaincu de son bon droit, porté par l'adrénaline et une assurance mal placée. Mais aujourd'hui, face à la réalité de son acte, il ressentait une honte qu'aucune formation à l'académie de police n'avait pu anticiper. La sergente Marie Lefebvre, qui avait été la première à reconnaître André, entra dans la pièce. Son regard, toujours sévère mais teinté d'une compassion discrète, croisa celui de Julien. « Tu as une chance de te racheter, dit-elle, sa voix ferme mais dénuée de colère. Mais cela commence par comprendre ce que tu as fait. Et c'était délit au CPT sur son basepte. » Elle lui tendit un dossier, une invitation à suivre une formation obligatoire sur la lutte contre les préjugés et la gestion des interactions communautaires. Julien hocha la tête, incapable de répondre, conscient que sa carrière, et peut-être sa vision du monde, venaient de basculer. Pendant ce temps, le commissaire Laurent, sous la pression des médias et du ministère de l'Intérieur, annonça une enquête interne. Dans un communiqué officiel, il s'engagea à revoir les protocoles de formation des officiers, mettant l'accent sur l'éthique et la sensibilité culturelle, des valeurs chères à la tradition républicaine française. Cette annonce, bien que tardive, fut accueillie comme un premier pas par la communauté, qui voyait dans cette affaire une opportunité de redéfinir les relations entre la police et les citoyens. À l'extérieur, la manifestation de Camille gagnait en ampleur. Des habitants du quartier, jeunes et vieux, se joignaient à elle, partageant des histoires d'interactions difficiles avec les forces de l'ordre. Une femme d'âge mûr, Madame Lefebvre, sans lien avec la sergente Marie, raconta comment son fils, un étudiant d'origine maghrébine, avait été contrôlé à plusieurs reprises sans raison apparente. Un autre, un retraité nommé Pierre, évoqua avec émotion l'époque où la police incarnait un idéal de protection, et non de suspicion. Camille, micro en main, écoutait avec attention, incarnant cet esprit français de fraternité où chaque voix compte. « Nous ne sommes pas ici pour accuser, mais pour construire, » déclara-t-elle, sa voix résonnant dans la petite place devant le commissariat. La justice commence par le dialogue. Sa phrase, simple mais puissante, fut applaudie, et même les officiers, qui observaient depuis les fenêtres du commissariat semblaient touchés. Parmi la foule, Claire Martin, la jeune employée qui avait filmé l'incident, se tenait discrètement, encore surprise par l'impact de son geste. La veille,
elle avait été invitée à participer à une émission sur France 2, où elle avait raconté son expérience avec une sincérité qui avait ému les téléspectateurs. « Je n'ai fait que ce qui me semblait juste », avait-elle dit, sa voix tremblante mais résolue. Ce matin, elle était devenue une figure locale, une héroïne du quotidien, saluée par des passants qui la remerciaient pour son courage. Claire, mal à l'aise sous les projecteurs, se contentait de sourire, pensant à sa famille et au Sénégal, qui serait fier de son acte. Au ministère de la Défense, André Dubois avait repris son poste, mais il n'était plus tout à fait le même. L'incident, bien que douloureux, lui avait rappelé la responsabilité qui accompagnait son rang. Lors d'une session de formation pour de jeunes officiers, il partagea son expérience, non pas avec amertume, mais avec une clarté qui captiva son auditoire. L'autorité, dit-il, debout devant un tableau où étaient projetées des cartes stratégiques, n'est pas un privilège, mais un devoir. Elle exige du respect, non seulement pour ceux que vous servez, mais pour vous-même. Il raconta comment, face à l'injustice, il avait choisi la retenue, non par faiblesse, mais parce que la véritable force réside dans la maîtrise de soi. Ces mots, empreints de la gravité d'un homme qui avait vu des champs de bataille et des salles de crise, résonnèrent profondément. À la fin de la session, un jeune lieutenant, inspiré, s'approcha pour lui serrer la main. « Merci, mon colonel », murmura-t-il. « Vous nous rappelez pourquoi nous servons. » André hocha la tête, un sourire discret aux lèvres, conscient que son histoire, bien que personnelle, appartenait désormais à un récit plus large, celui d'une société en quête de justice. Quelques semaines plus tard, le commissariat organisa une rencontre communautaire, une initiative inédite dans le quartier. Dans une salle décorée de drapeaux tricolores, des officiers, dont Marie et un Julien métamorphosé, s'assirent face aux habitants. Julien, qui avait suivi la formation imposée, prit la parole pour la première fois depuis l'incident. « J'ai fait une erreur, Ichoso, dit-il, sa voix tremblante mais sincère. J'ai jugé sans savoir, et je m'en excuse. » Face à lui, André, invité à l'événement, écoutait en silence. Lorsqu'il se leva, la salle retint son souffle. « Monsieur Leclerc, dit-il, son ton aussi calme que la nuit où tout avait commencé, votre excuse est un premier pas. Mais la justice n'est pas dans les mots, elle est dans les actes. Continuez à apprendre, et vous trouverez votre chemin. » Les deux hommes échangèrent un regard, non pas de confrontation, mais de compréhension mutuelle, un moment de réconciliation qui incarnait l'idéal français de fraternité. La foule applaudit, et Camille, qui animait la rencontre, sourit, sentant que ce dialogue marquait le début d'un changement. Dans le bureau d'André, un nouveau détail ornait le mur, une plaque en bois gravée d'une phrase simple. « La justice est un acte de respect, pas de force. » Chaque matin, en entrant, il posait les yeux sur ces mots, un rappel de la nuit qui avait changé sa vie et celle de tant d'autres. Le quartier, autrefois marqué par une méfiance silencieuse, s'ouvrait désormais à des initiatives communautaires, comme des cafés-rencontres où habitants et officiers discutaient autour de croissants et d'expressos. Les plaintes contre la police diminuèrent, et une association locale, fondée par Camille, lança des forums trimestriels sur la dignité et la loi, avec pour devise « La responsabilité résonne plus fort que le pouvoir ». Claire, quant à elle, reçut une médaille citoyenne pour son courage, une distinction qu'elle accepta avec humilité, dédiant son geste à « tous ceux qui osent parler ». À mesure que les saisons changeaient, le commissariat et la communauté qu'il servait apprirent que les crises, lorsqu'elles sont affrontées avec courage et honnêteté, peuvent devenir des catalyseurs pour un renouveau durable. Dans le silence qui suivit cette tempête, une nouvelle compréhension s'était enracinée, l'autorité véritable n'est honorable que par le respect qu'elle inspire, et dans ce respect réside l'essence même de la justice à la française. L'histoire du colonel André Dubois, injustement arrêté par un jeune policier sous l'emprise de préjugés, résonne profondément dans le cœur de quiconque chérit les valeurs de justice et de respect, si chères à la culture française. Cette fable moderne, ancrée dans l'élégance et la dignité parisienne, m'a touché par son portrait saisissant de la résilience face à l'injustice. André, malgré l'humiliation, incarne une retenue exemplaire, reflet d'un idéal républicain où la force véritable réside dans la maîtrise de soi.
Son calme face à l'arrogance de Julien m'a rappelé que l'autorité authentique ne s'impose pas par la force, mais par l'intégrité. La vidéo de Claire, capturant l'incident, symbolise le pouvoir citoyen, un rappel que chacun, même une simple employée, peut changer le cours des événements par un acte de courage. Camille, avec sa manifestation pacifique, incarne l'esprit de fraternité, cherchant le dialogue plutôt que la confrontation, une approche si française dans sa quête d'équilibre et entre passion et raison. Cette histoire m'invite à réfléchir à mes propres jugements. Combien de fois avons-nous, consciemment ou non, laissé des préjugés guider nos actions? La leçon d'André est claire, face à l'adversité, la patience et le respect de soi sont des armes puissantes. Dans ma vie quotidienne, je m'efforcerai d'écouter avant de juger, de chercher à comprendre plutôt que d'imposer. Comme Julien, qui apprend de son erreur, je veux cultiver l'humilité pour reconnaître mes fautes et grandir. La communauté, unie par le dialogue, m'inspire à m'engager davantage dans des initiatives locales, où le partage d'idées peut bâtir des ponts. Cette histoire nous rappelle que la justice commence par nous. Si elle vous a touché, likez la vidéo pour montrer votre soutien, partagez-la pour inspirer d'autres à réfléchir, et abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres récits porteurs de sens. Laissez un commentaire pour partager vos pensées. Comment cette histoire vous inspire-t-elle à agir dans votre quotidien? Ensemble, faisons entendre la voix du respect et de la fraternité.